Bonjour et bienvenue dans Dimanche en politique. Notre invité aujourd'hui est Jean-Luc Mélenchon, député des Bouches-du-Rhône, président du groupe La France Insoumise à l'Assemblée nationale. 2 ans après l'élection d'Emmanuel Macron, la France Insoumise a le regard tourné vers l'échéance à venir, les élections européennes. Ce sera un test grandeur nature. L'Europe, dont Jacques Chirac disait tout en la défendant, une fois qu'il a été élu à l'Élysée, ceux qui laissent croire que par une sorte d'abracadabra européen, tous nos problèmes seront résolus, se trompent et trompent les Français. Mais en attendant, les Insoumis ont bien l'intention de rester les principaux opposants à la politique du gouvernement, et ce, sur tous les sujets. Bonjour Jean-Luc Mélenchon. Bonjour. Merci d'être notre invité aujourd'hui. On va commencer par quelque chose qui vous concerne directement, j'allais dire en tant que député de Marseille aussi, c'est l'Aquarius. Oui. Puisque après des jours de tergiversation et des jours en mer, les 58 personnes qui sont à bord vont être accueillies à Malte, une fois que les conditions en mer s'améliorent. 18 viendront ensuite en France, où ils seront accueillis. L'avenir de l'Aquarius est menacé parce qu'il battait pavillon panaméen. Le Panama va lui supprimer son pavillon. Est-ce que la France doit lui accorder son pavillon pour qu'il poursuive ses missions ? C'est quand même le Panama qui a le honte, cette caverne de brigands et de fraudeurs fiscaux qui ne voit rien à dire contre l'argent, retire le pavillon de l'Aquarius. Il faut donc que l'Aquarius ait un pavillon français. C'est très clair et net pour vous. Il y aura des manifestations dans toutes les grandes villes le 6 octobre pour ça. L'Aquarius sauve l'honneur des Français. Là, il s'agit, alors on en fait une histoire, hein, il s'agit de 58 personnes, dont 18 gamins et 2 femmes enceintes. Moi, je veux pas qu'il y ait un endroit dans le monde où on puisse dire « mes enfants se sont noyés et la France les a regardés sans rien faire ». Alors, vous savez, j'ai appelé une minute de silence, si vous vous en souvenez, pendant la campagne présidentielle, et je sais que 9 personnes par jour meurent en Méditerranée. Je ne l'accepte pas. Devant la détresse, il y a un devoir inconditionnel de rescousse. Après, c'est une autre affaire que celle, d'une manière générale, des réfugiés. Justement, on va en parler parce que la France accueille des réfugiés, mais au compte-gouttes, j'allais dire, avec un accord européen, une répartition entre pays européens. Pas. Parce que regardez bien, on a laissé les gens débarquer en Italie et en Grèce sans s'en préoccuper davantage, en laissant tout sur le dos des Italiens et des Grecs, au début, jusqu'à ce que ça tourne mal. Oui, au début, ça continue. Et puis nous, en France, quand les gens arrivent à Marseille, les mineurs abandonnés, on demande aux Bouches-du-Rhône de s'en débrouiller. Ce n'est pas normal. Alors, il y a un manifeste pour l'accueil des migrants qui a été lancé par Mediapart, Politis, Regard, ce sont des publications plutôt à gauche quand même, et plusieurs personnalités de gauche se disent prêtes à signer. Yann Brossa, Christiane Taubira, Benoît Hamon, Yannick Jadot, Yanis Varoufakis par exemple. Et vous, est-ce que vous allez le signer ce manifeste ? Alors, j'ai des amis qui vont le signer, d'autres ne le signeront pas, dont moi. Vous ne le signez pas ? Non, je vais vous dire pourquoi. Mais bon, il y a un petit côté mondain à tout ça. Quand on voit Benoît Hamon, qui était absent le jour du vote de la loi immigration de Manuel Valls, qui a commencé ce que M. Macron a terminé, disons qu'il y a une certaine hypocrisie dans tout ça. Mais maintenant, je vais aller au fond. Je ne suis pas d'accord pour faire de l'immigration la question centrale des élections qui arrivent. Ça, c'est servir la soupe à Macron et à Le Pen. 2, je ne suis pas d'accord pour qu'on renonce à traiter les causes de l'immigration. C'est-à-dire le slogan « vivre et travailler au pays », c'est pas juste pour les bobos en France. C'est une aspiration mondiale. Donc, je suis pour qu'on les traite. Eux, c'est des bobos, là, ceux qui signent ? Non, je ne dis pas ça, mais je ça. voulais dire que le slogan n'était pas... Ne cherchez pas toujours des histoires drôles au milieu de sujets qui ne le sont pas. Je dis que vivre et travailler au pays est une aspiration humaine partout et que donc, quand on pousse les gens à partir, je suis pour qu'on combatte les raisons. J'entends, mais est-ce que Benoît Hamon, Yannick Jadot, Christiane Taubira, ce sont des gens qui ont aussi une conscience par rapport aux migrants ? Bien sûr, mais je ne le nie mais pas, ils se trompent. Ils n'ont pas la même analyse que moi. Je ne suis pas d'accord pour le droit à la libre installation. Est-ce que c'est clair ? Oui, alors justement. Attendez, je ne suis pas d'accord, et quand je gouvernerai ce pays, il n'y aura plus de travailleurs détachés en France, parce que c'est de la fraude sociale que ce statut. Et je suis pour qu'il y ait un statut unique pour tous les travailleurs en France, pour qu'on cesse d'exploiter les immigrants sans papier. On va ressortir votre tweet du 25 août dernier. Vous disiez « honte à ceux qui organisent l'immigration par les traités de libre-échange et qui utilisent ensuite pour faire pression sur les salaires et les acquis sociaux ». Et vous avez été taclé, je vais le dire comme ça, par Yann Brossa, qui est tête de liste désignée du Parti communiste aux européennes. Est-ce qu'il n'y a pas de gauche irréconciliable sur cette histoire ? Écoutez, sur ce sujet, il y a des points de vue différents. Si toute différence aboutit au fait qu'on est déclaré irréconciliable et qu'on se déchire, ce n'est plus la peine de parler. Nous ne sommes pas d'accord, et je ne suis pas d'accord, pour faire comme si l'immigration était quelque chose de naturel, de désirable, de souhaitable. Non, je ne suis pas d'accord. Et je dis que l'on exploite les travailleurs sans papier pour faire baisser les salaires. Je n'ai jamais dit que c'était de leur faute. Je dis que honte à ceux qui les maltraitent et les sous-payent. Alors, que le Parti communiste ait décidé que dorénavant,
ça ne le concerne plus, c'est son affaire. Mais moi, je ne suis pas pour une attitude chiffon rouge qui excite l'extrême droite. Voilà. Je ne suis pas d'accord avec ça, et je ne suis pas d'accord pour qu'on crée un problème à gauche volontairement, une division entre les gens de bonne foi, uniquement pour le confort politicien d'une élection. Jean-Luc Mélenchon, c'est clair et net, et on va parler de la semaine Donald Trump, Emmanuel Macron, les retrouvailles à l'Assemblée générale de l'ONU à New York. Emmanuel Valls, candidat à Barcelone. À la tribune de l'ONU, ils se sont livrés à un duel inédit. Il y a urgence. Alors mettons-nous en conformité avec les engagements que nous avons pris. Ne signons plus d'accords commerciaux avec les puissances qui ne respectent pas l'accord de Paris. La pollution à la chlordécone est un scandale environnemental. C'est la première fois qu'un chef de l'État français reconnaît ce scandale sanitaire, cette molécule ultra-toxique contenue dans un pesticide que les agriculteurs antillais ont utilisé durant plus de 20 ans pour lutter contre un insecte parasite particulièrement nocif pour la culture de la banane. Oui, c'est al proxim alcalde. Oui, je veux être le prochain maire de Barcelone. L'ex-premier ministre souhaiterait rallier des personnalités des autres partis de gauche et de droite, refaire En Marche à la mode espagnole. Moins d'allocations chômage au bout d'un certain temps. En une seule phrase, Édouard Philippe le confirme, c'est une piste sérieuse de réforme. Pour ceux qui ont des salaires qui sont très élevés, une forme de dégressivité de l'assurance chômage peut avoir du sens. Un système qui a déjà existé pour tous les demandeurs d'emploi en France dans les années 90. Peu efficace selon la plupart des économistes. D'accord, on parle pas de... Jean-Luc Mélenchon, quand Emmanuel Macron dit qu'il ne faut plus signer d'accords commerciaux avec les pays qui n'acceptent pas l'accord sur le climat de Paris, avouez que c'est courageux, il le dit face quand même à Donald Trump. Quel courage, c'est un menteur. Et je vais vous montrer pourquoi. Parce que le même qui tient ce discours a accepté qu'en Europe s'applique un traité de libre-échange avec le Japon. Oui, le JAFTA. Oui, le JEFTA, et il a accepté qu'on ne puisse pas en parler à l'Assemblée nationale. Or, ce traité, comme celui avec le Canada, est indifférent aux questions écologiques. Par conséquent, ce qu'il fait là, c'est une gesticulation qui lui permet d'avancer masqué. En réalité, le titre de champion de la Terre qui lui a été décerné est grotesque. Il est venu en habit de glyphosate maintenu, il est venu avec 6 EPR dans la poche. Voilà le genre d'écologiste qu'est Emmanuel Macron. Tout ça est une comédie qui discrédite la parole politique. On va parler aussi d'Édouard Philippe, parce qu'il a ouvert la porte, le Premier ministre, jeudi soir, à la dégressivité des allocations chômage pour les revenus les plus élevés, souvent les plus qualifiés, a-t-il dit. Les syndicats mettent une ligne rouge là-dessus. Pourquoi ne pas poser la question, effectivement, d'une dégressivité pour les plus hauts revenus? Est-ce que c'est tabou pour vous? On pourrait baisser votre paye aussi, c'est une idée qui se discuterait volontiers sur ce plateau. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est tabou pour vous? Mais c'est absurde. Vous demandez à des gens de cotiser et après vous leur annoncez que leurs droits seront moins élevés. Monsieur Letellier, tout ça est absurde. Alors peut-être qu'on pourrait baisser les cotisations aussi. Attendez, eh ben voilà, exactement, ça y est, vous avez compris. C'est pour qu'on puisse baisser les cotisations. Et comme les droits seront moins élevés, c'est pour qu'ils cotisent à des régimes de retraite complémentaires par points. C'est exactement ce qui est en train de se voter en ce moment à l'Assemblée sur la loi sur les entreprises, où on encourage les retraites par capitalisation. Donc, voyez l'habileté du procédé macronien. Ah, c'est habile, vous reconnaissez qu'il est habile? Comme tordu, oui, le joueur de Bonneto aussi, il est habile, hein, mais c'est pas ça qui rend son commerce respectable. Eh bien là, c'est pareil. Vous avez quelqu'un qui commence par faire peur à des gens qui sont raisonnables. Les cadres, c'est des gens raisonnables la plupart du temps. On leur dit, écoutez les gars, vous allez payer autant qu'avant, mais vous aurez moins. Alors ils essayent de s'organiser, et on leur dit, ça tombe bien, on a prévu un petit fonds pour vous de capitalisation où vos impôts seront dégrevés de ce que vous allez mettre en économie pour votre fonds de capitalisation. Donc, ces gens vont se faire rouler, car je leur dis, jeunes gens, l'argent ne voyage pas dans le temps, et les fonds que vous mettrez en capitalisation sont promis à une usure plus accélérée que ceux que vous recevez aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est clair, vu que vous me dites de me hâter, mais ce sont des questions. Non, parce qu'il y a une autre question qui arrive derrière, vous allez voir. Ah parce bon, que il y a une autre question. Emmanuel Macron, lui, il a encore dit hier à un Antillais, il demande à un jeune qui lui demandait du travail, que, après tout, il faut accepter, au moins au début, peut-être d'accepter un travail qu'on ne souhaitait pas forcément, mais ça nous met le pied à l'étrier. Est-ce que vous donneriez ce conseil, vous aussi? En aucun cas, c'est stupide. Il faut demander aux jeunes gens qui acquièrent une qualification à l'école, à l'université, au lycée professionnel, ils doivent pouvoir exercer le métier qu'ils ont choisi et pour lequel ils sont formés. Mais monsieur Letellier, tout ça ne veut rien dire, en êtes-vous conscient? Est-ce que vous allez prendre quelqu'un qui est un métalleux et lui dire, tiens, il y a un petit boulot qui se présente en boulangerie?
C'est absurde, vous vous en rendez compte? Donc vous allez avoir un gars qui est formé électricien et vous allez lui dire, tiens, comme il l'a fait, c'était un horticulteur, il lui dit, il n'y a qu'à aller servir dans un café. C'est deux injures. Je le dis, il a choisi un métier qui n'avait plus rien à voir avec l'horticulture au bout du compte. Non, mais ça, c'est bien, mais en attendant, garçon de café, c'est un métier. Ça nécessite un savoir-faire. Donc il les méprise aussi. Qu'est-ce que c'est que cette façon de considérer que le travail des uns ne vaut rien et les qualifications des autres non plus? Non. Quand on fait des études, eh bien, le pays a besoin de bons horticulteurs, de personnel bien formé dans l'hôtellerie et la restauration. Et faites pas l'hypocrite, vous allez au restaurant où vous êtes servi correctement, non? Et où vous mangez bien. C'est ce qu'on espère. Bon, vous préférez que la cuisine ait été préparée par un cuisinier que par un métallo. Un autre élément de la semaine, c'est Manuel Valls, candidat à la mairie de Barcelone. Ça y est, c'est définitif, c'est officiel. Pour mai 2019, il va quitter l'Assemblée nationale. Clémentine Autain, qui fait partie de votre groupe, a dit sur un tweet, bon débarras. Vous diriez la même chose? Au moins, c'est drôle. Oui, mais est-ce que c'est un peu violent? Bon débarras, quand même. Non, mais ce gars-là est nuisible en toutes circonstances. Il s'en va d'Evry, où il nous a fait une histoire pas possible aux élections que normalement on aurait dû gagner, et le voilà parti à Barcelone, où il affronte à nouveau une sorte d'insoumise. Ada Colau, la maire de Barcelone, est membre de la coalition européenne, maintenant le peuple. Donc on l'aura toujours dans les jambes. Donc on va le battre deux fois. Une fois à Évry, parce qu'on pense qu'il y aura une élection législative, je l'espère, et une deuxième fois à Barcelone. Et voilà, et comment on règle les problèmes en démocratie, c'est par les bulletins de vote. Vous aviez eu une histoire avec Manuel Valls il n'y a pas si longtemps, quand vous avez décidé de quitter la tête quand il avait pris la tête de la mission parlementaire sur l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie. Le référendum, c'est dans un mois. Vous aviez dit, je ne veux pas siéger avec Manuel Valls. Maintenant qu'il est parti, vous allez réintégrer cette... On va voir. Ce que je lui reprochais, c'est hélas ce qui s'est produit. Le référendum en Nouvelle-Calédonie est un moment extrêmement tendu sur le territoire et nous devons penser à tous nos compatriotes. Il y a des gens qui vont voter non, des gens qui vont voter oui à l'indépendant. De toute façon, il y aura des gens frustrés et blessés. Par conséquent, le rôle de tous les responsables politiques nationaux, c'est de faire en sorte que, quelle que soit la réponse, on soit là, nous autres tous les Français, pour entourer les Néo-Calédoniens. Valls, il est arrivé comme... pas en cause le... Non, mais Valls est arrivé comme un éléphant dans un magasin de porcelaine, a commencé à donner des conseils à tout le monde et à agresser tout le monde. Il est allé sur le territoire, il est le seul homme politique qui a pris parti d'une manière aussi agressive sur ce territoire. Vous souhaitez que le oui ou le non l'emporte? Le oui à rester en France ou le non, on quitte la France en Nouvelle-Calédonie? Si je faisais parler mon cœur, je dirais restons ensemble. Mais il y a des années que je milite aux côtés des indépendantistes et je connais la force et les motivations de leur raisonnement. Je m'en remets à la décision des Calédoniens et en toutes circonstances, indépendants ou français, notre affection leur est acquise, il faut qu'ils le sachent. On va accueillir maintenant Anne-Rose Ancher, directrice déléguée de la rédaction de l'Express, qui est avec nous ce dimanche. Bonjour Jean-Luc Mélenchon. Bonjour madame. C'est votre deuxième... Et bienvenue dans l'équipe de Dimanche. Et merci, je suis ravie d'être parmi vous. Alors c'est votre deuxième rentrée politique en tant qu'opposant à Emmanuel Macron. Par rapport à l'année dernière, vous appelez beaucoup moins à descendre dans la rue. Est-ce que les sources de mécontentement se sont taries ou est-ce que c'est un changement de stratégie politique? Je suis bien obligé de m'adapter à ce que l'expérience me suggère. En particulier, l'année dernière, quand il y a eu cet énorme bouleversement du Code du travail, nous avons été pendant tout un temps tout seuls à appeler à des rassemblements. Ensuite, les syndicats sont mis en mouvement et au cours de l'année, nous avons acquis quelque chose de très important. C'est-à-dire que, la division syndicale s'est réduite, puisque maintenant, Force ouvrière et la CGT sont au coude à coude avec les syndicats solidaires et la FSU, premièrement, et deuxièmement, ils ne sont plus fermés à l'idée d'action commune avec les mouvements politiques, en particulier pour ce que moi j'appelle de mes vœux, c'est-à-dire des démonstrations de force pendant le samedi ou le dimanche, c'est-à-dire pas juste en semaine, et là où il y a des mots d'ordre de grève. Donc je pense que je dois être prudent et habile et ne pas brusquer les choses de manière à ce que les forces puissent se coaguler sans donner l'impression ni de vouloir dominer ni d'être à la traîne. Alors, on avait beaucoup réagi suite à votre rencontre plus ou moins impromptue avec Emmanuel Macron sur le Vieux-Port le 7 septembre dernier. Vous aviez déclaré le matin que Emmanuel Macron était le plus grand xénophobe qu'on ait, et le soir vous avez paru plus cordial et voire même peut-être renié un peu cette expression. Est-ce que vous regrettez l'attaque du matin ou la cordialité du soir en fait? Ni l'une ni l'autre, chère madame. Je regrette surtout la stupidité de votre profession, parce que, oui, évidemment, permettez-moi de me le dire. On est tous dedans. Vous nous aviez donné cette image à tous les deux, après l'autre, lequel commence à défendre la Sainte Corporation? Non. Personne. Très bien. C'est pas du donc on va pouvoir écouter ma réponse. Est-ce que ma réponse vous intéresse? D'abord,
le matin, je n'ai pas dit ce que vous me faites dire. J'ai dit que puisqu'il m'accusait d'être, moi, un xénophobe, ce que je ne suis pas, il y avait pire xénophobe, lui, puisqu'il empêche l'Aquarius d'arriver à terre et de soulager les pauvres gens qui sont en mer. Et votre collègue, qui était là, et qui évidemment, il est minuit et demi, je vous rappelle, hein. Bon, il est minuit et demi. Vous avez le président de la République et son premier opposant, et évidemment, votre profession est là, attendant que coule du sang, qu'il y ait des éclats de voix. Et moi, je considère qu'à minuit et demi, je m'engueule pas avec le président de la République dans un bistrot sur le Vieux-Port. Je fais pas ça. Donc, surtout, devant Madame Merkel, qui est dans l'hôtel dans la rue derrière. Donc vous ne regrettez rien? Pardon? Vous ne craignez pas que ça vous colle à la semelle, cette séquence? Bon, elle est drôle, non? Puis elle est bien, elle montre que je ne suis pas la bête agressive que vous décrivez. Pardon, je voudrais quand même dire quelque chose pour votre honte. Pour que vous compreniez à quel point vous pouvez avoir des comportements qui, à force de chercher le buzz, vous font rater l'essentiel. Qu'est-ce que je dis au début? Je me tourne vers lui et je lui dis, alors, elle vous l'a lâché? Personne ne demande quoi. Il me répond, non, elle lâche rien et moi non plus. De quoi parle-t-on? De quoi parle-t-on? Vous allez nous le dire. Mais dites. C'est pas ça que votre collègue aurait dû me demander? Ah, bah ça c'est autre chose. Ah oui. Alors on est ce dimanche. Alors je vais vous répondre non, quand parce même. qu'on va passer à autre chose. Non, on va pas passer à autre chose parce que je veux que vous entendiez la réponse. Je lui ai dit le matin, parce qu'en réalité on s'est vu, là, pas le matin, le début d'après-midi, nous avait invités. Et chacun donnait son point de vue des élus des Bouches-du-Rhône. Et je lui dis, écoutez, moi je vais pas vous parler des Bouches-du-Rhône. J'en ai quand même parlé. Je lui ai dit, écoutez, Madame Merkel a décidé que le président de la Commission serait un membre de la CSU, c'est-à-dire ce qu'il y a de plus à droite en Allemagne. Alors vous, président de la République, vous devez lui dire non. On ne peut pas avoir un président de la Commission qui soit en plus en allemand. Mais c'est un événement diplomatique que le chef de l'État français confirme devant des journalistes qui s'occupent d'autre chose qu'il est opposé à la présidence d'un Allemand à la Commission européenne. Et c'est clair. Je vois que ça vous passionne. Si, ça nous passionne, mais vous parlez des Bouches-du-Rhône. On va partir à Marseille, embarquement immédiat pour Marseille, où vous êtes député depuis la juin. France est contre le fait qu'il y ait un commissaire, un président de la Commission allemand. Vous vous en souvenez vraiment du jour où vous avez débarqué ici? Vers la gare Saint-Charles, à l'époque, il y avait des bandeurs. Et nous étions là, des nuées de pieds noirs de toutes sortes. Et on prenait les trains pour aller vers le nord, suivant les endroits où chacun intéressait. Vous l'aimez cette ville? Je crois que oui. Surtout s'agissant d'une ville pour un homme comme moi qui a une vie de nomade. Et je suis arrivé premier à la présidentielle ici dans la ville. Ça m'a fait quelque chose. Il y aura des municipales à Marseille et il y aura des listes insoumises dans tous les arrondissements, c'est clair. Beaucoup de gens viennent et disent « Alors, et la municipale ?» Bon, si vous saviez, moi, combien de fois je suis obligé de dire aux gens « Du calme, c'est pas notre sujet aujourd'hui. » Ah oui, Mélenchon aussi avait des chances. Il est aimé par les Marseillais, oui, il a des chances. Il n'est pas assez Marseillais? Il n'est pas de chez nous. On ne parachute pas les gens comme ça. Il faut être du coin, il faut être de Marseille. Nous avons une stratégie extrêmement claire, définie, méthodique sur la ville. Il faut que les quartiers populaires reprennent confiance en eux. Nous, les insoumis, on est les derniers arrivés, il ne faut pas oublier ça, dans la ville. C'est de construire politiquement quelque chose. C'est votre circonscription? C'est également partout. On ne milite plus comme on militait il y a 10 ans ou il y a 15 ans. Il y a 15 ans, vous m'auriez dit ça, j'aurais rigolé. L'idée, c'est qu'il faut se rendre utile maintenant, et chaque fois qu'on le fait, les gens gagnent en confiance en eux-mêmes. Vous étiez un militant avant? On était socialiste. Ah oui. On a dégoûté de François Hollande. Vous n'êtes pas le seul. Elle vous voit déjà peut-être maire de Marseille, non? Président même de la République. Mais oh là, vous voulez me tuer là, au boulot. Apparemment, ils vous veulent plutôt du bien. Anne. Oui, alors les municipales à Marseille, vous y pensez? Vous prendrez votre décision quand? Ben, si j'y pensais pas avec vous, il n'y aurait pas moyen d'y échapper, parce qu'on ne parle que de ça. Non, mais je veux quand même vous mettre en garde, à des moments, quoi, ayez un peu de pudeur. Là, le quartier où on est, il y a une gosse de 6 ans qui est tombée du 12e étage parce qu'il n'y a pas les balustrades de bon niveau. Le jour où j'y suis allé, c'était pas parce que c'est les municipales, je sais même pas qui vote là-dedans, mais c'est parce qu'une maman s'est fait renverser par une voiture dans la rue qui est en bas, et que c'est le énième accident. Alors la pauvre femme, elle s'est fait broyer du côté du corps. Non mais attendez. Mais si j'entends bien Jean-Luc Mélenchon. Un homme politique, ça a aussi ce rôle de réconfort, de dire aux gens, écoutez, on est ensemble, on souffre avec vous. Un peu comme Emmanuel Macron aux Antilles. Vous allez voir cette photo d'Emmanuel Macron aux Antilles. Comment un peu comme Emmanuel Quand Emmanuel Macron va aux Antilles. Pas de transition. Regardez. Préparez vos fiches. Non, il réconforte cette dame qui a tout perdu à Saint-Martin.
Est-ce que c'est le même registre? Je sais pas, moi je ne vais pas me faire piéger par vos photos et vos questions à la noix. Je sais qu'il est important pour tout être humain de manifester aux autres de la compassion, de l'affection quand c'est nécessaire. Dans un quartier comme celui-là, vous ne vous rendez pas compte, le Tellier. Si c'était vos gosses, vous seriez avec un bâton là-bas. Vous avez une école, il n'y a pas de passage piéton, il n'y a pas de feu. Et il n'y a même pas un ralentisseur. Oui, on va parler des Européennes. Les politiques, c'est pas que des thaumaturges, c'est aussi pour faire une autre politique. Donc vous nous avez pas répondu sur Marseille, mais quoi, les Européennes. Il n'y a pas d'élection en ce moment. Pardon, je suis obligé de vous dire, il n'y a pas d'élection à Marseille. D'accord. Vous avez cru qu'il y en avait? Non, mais les Européennes. Mais je comprends. Les Européennes. Non, mais c'est quand les élections à Marseille? 2020. C'est quand? Et 2019, avant? Ah, si vous avez de la chance. Mais parce qu'il y a aussi un bruit que ce sera en 2021. Qu'est-ce qui dit ça? Eh bien, vous avez qu'à vous renseigner, faites les couloirs. Vous verrez bien que le pouvoir n'a pas envie d'étaler sa souffrance sur 3-4 élections, une derrière l'autre. Il aimerait bien les regrouper. Et donc il regroupera. Donc 2 ans avant, vous figurez, je vais vous dire ce que je vais faire. 2019, là c'est bientôt, hein, les européennes. Est-ce que vous pensez, comme le dit Emmanuel Macron, que ça va être l'affrontement des progressistes contre les nationalistes? Oui, ça c'est lui qui a inventé ça. Non, lui n'est pas progressiste. Par exemple, lui, il se met dans les progressistes. En quoi il est progressiste quand il tape la main avec le type d'extrême droite autrichien pour faire un accord en Égypte? En quoi il est progressiste quand il accepte le statut de travailleur détaché, qui est une fraude fiscale permanente? Il n'est pas progressiste. Quant aux nationalistes, je ne sais pas qui ils ont mis dans cette case. D'habitude, ils mettent toutes sortes de gens dans toutes les cases. Non, l'élection européenne, c'est, à mes yeux, un référendum anti-Macron. Si les gens n'en peuvent plus de lui, avec leur bulletin de vote... Jean-Luc Mélenchon, oui, mais avec qui? Avec qui? Alors oui, par exemple, on parle d'Emmanuel Morel. Non, attendez. Non, j'ai pas fini. Bah oui, mais il faut qu'on avance. D'accord, je finis moi d'abord et vous parlez après. Voilà. Donc, je vous dis les choses comme elles sont. L'élection sera un référendum anti-Macron. Si les gens décident de voter beaucoup pour nous, les insoumis, ou s'ils décident de voter peu pour lui, peut-être qu'on le poussera vers la porte de sortie. Parce que voter contre Macron aux élections européennes, c'est voter contre l'Europe qui défait la France. On laisse la parole à Anne. Oui, mais il faut que les gens entendent tout un raisonnement. J'entends bien, mais on aura le temps d'en reparler. Allez-y. On parle d'un ralliement possible du socialiste Emmanuel Morel pour justement la campagne européenne. Est-ce que c'est toujours envisageable et quand est-ce que ça se ferait? Écoutez, moi je parle à tout le monde. Bon, je n'ai pas fait mon deuil de me dire que ceux qui votaient socialistes sont plus bons à rien et qu'il n'y a qu'à les laisser dans un coin en train de dépérir tout doucement. Non. Je leur parle et je vois qu'il y a des gens qui disent la même chose que moi à propos de l'Union européenne et pour l'essentiel sur le programme en France. Au PS et ailleurs, il y en a partout des comme ça. Donc ce que je leur dis, convergeons si nous sommes d'accord. Pas collons-nous les uns aux autres, même si on n'est pas d'accord pour faire joli sur la photo. Pas de tambouille. Et Emmanuel Morel, il va vous rejoindre? Écoutez, demandez-le lui à lui. Moi, je ne manipule pas dans les organisations des autres. C'est bien parti. Ben, j'espère. Si ça se faisait, je serais content. Et qui pour je ne vais pas, écoutez, je ne vais pas dire, je parle à tout le monde, sauf, j'ai vu il y a pas longtemps quelqu'un dire, on parle à tout le monde, sauf aux socialistes. Bah, les socialistes, j'ai quelques contentieux avec eux. Mais les milliers d'électeurs socialistes, je leur dis, venez nous aider, arrêtez de soutenir ces branchignoles. Sur les européennes, oui, qui pour piloter? On parle de Manuel Bompard, est-ce que ce sera, vous verrez, on est en train de travailler, on a 3 cordons. Le premier, c'est les insoumis, alors il y en a de tous les partis et de toutes les variétés et dès qu'on pas de partis. Le deuxième cordon, c'est est-ce qu'il y a des forces politiques, des gens qui viennent d'organisations politiques qui veulent être... Et puis il y a le troisième qui est important, c'est ceux qui sont dans les associations, etc. Donc on a fini la première partie, classer les insoumis, nous qu'on a mangé notre pain noir, parce que pour faire des listes, il y a toujours des histoires, et puis maintenant on est en train de travailler sur les 2 autres. Ce sera quoi la proportion, par exemple? Bompard est une des figures centrales du mouvement, il est aujourd'hui le directeur des campagnes, il y a d'autres garçons et filles de sa génération, trentenaires, vous savez que j'ai 3 personnes qui ont moins de 30 ans dans mon groupe à l'Assemblée. Et la proportion d'ouverture à la société civile, ce sera combien à peu près? Mais nous n'avons pas besoin de nous ouvrir à la société civile, c'est nous. Je veux dire que dans ce que nous avons investi, vous avez aide-soignante, un camionneur, un ouvrier d'abattoir qui ne veut plus abattre les bêtes, vous avez des profs, vous avez des juges. Donc tout le monde est là. D'accord. J'ai pas besoin, moi, d'aller chercher je ne sais quoi ailleurs parce que on vivrait entre nous dans le petit monde. Merci Anne d'être venue sur le plateau de Dimanche Politique. Merci Anne et à très bientôt. Vous voyez, c'est pas si dur que ça. Mais non, ça c'est. Mais on vous avait dit que j'étais méchant. Vous êtes dur. Quelque chose qui fait le buzz aussi. Encore heureux, parce que si je ne l'étais pas avec vous, quelque chose qui fait le buzz, parce que vous êtes sur les réseaux sociaux aussi beaucoup, c'est cette histoire que vous auriez dit à l'Assemblée nationale que le cancer du poumon à Cuba, il y avait un vaccin contre le cancer du poumon. Apparemment, vous êtes emballé. Est-ce que vous regrettez ça? Non. Pourquoi?
Pourquoi devrais-je regretter de dire qu'il qu'à Cuba... il n'y en a pas de vaccin. Ah ben alors s'il n'y en a pas, c'est bien dommage. Il y a des avancées. J'espère qu'il y en ait un. Ah oui, il y a des avancées, mais c'est pas le vaccin. En tout cas, voilà ce que je peux vous dire, puisque vous me parlez de Cuba. C'est que la population à Cuba est plus alphabétisée qu'en France et mieux soignée qu'en France. Mais sur le vaccin... Et sur le traitement du cancer, les Cubains ont de nombreux procédés extrêmement avancés et qu'ils ne veulent pas vendre aux multinationales de la chimie. Ils voudraient le vendre au système de sécurité sociale. On a dû leur dire, écoutez, on ne peut pas acheter, c'est bien dommage. Mais sur l'histoire du vaccin... Maintenant, s'il n'y a pas de vaccin et que j'ai parlé trop vite, je retire ma phrase. Mais vous êtes d'accord pour dire qu'il y a des méthodes très avancées qui permettent de soigner le cancer du poumon ou pas? Oui, ou bien parce que c'est Cuba, ça ne peut pas exister? Non, c'est reconnu par tout le monde, ça c'est clair. Ah bon? En ce moment, à l'Assemblée nationale... Par vous aussi alors? C'est bien. Par la communauté internationale. Parfait, parfait. En ce moment, à l'Assemblée nationale... Vous savez ce qu'a dit la femme de l'Organisation mondiale de la santé? Non. Qu'elle souhaitait au monde entier un système de santé aussi avancé que celui de Cuba. C'est pour dire de temps à autre, il faut dire du bien des gens. En ce moment, à l'Assemblée nationale se discute la loi Pacte destinée à aider les entreprises à créer des emplois. Roland Lescure, député de la République En Marche et rapporteur général de la loi, vous interroge sur un point précis. Bonjour Monsieur Mélenchon. Comme au beau vieux temps, vous défendez un modèle de centralisation et de planification. Eh bien, croyez-moi, si vos recettes avaient fait leurs preuves, ça se saurait. Et c'est quelqu'un qui a grandi dans une culture communiste qui vous le dit. Alors, votre vision de l'entreprise, qu'est-ce que c'est? C'est la lutte des classes, c'est le conflit. Nous préférons une entreprise qui se développe, qui protège ses salariés et qui partage ses revenus avec eux. On préfère un État qui innove, qui régule, qui protège, à un État qui centralise tout, qui planifie tout, qui verrouille tout. Alors, ma question, elle est simple. Dans la loi Pacte, nous généralisons la participation à toutes les entreprises, y compris les petites, de manière à ce que les Françaises et les Français aient plus d'argent. Monsieur Mélenchon, qu'attendez-vous pour nous rejoindre? Je vous laisse répondre. Bon, alors il a fait dans la légèreté, vous l'observez comme moi, donc je propose, je sais pas quoi, le goulag peut-être, comme me l'a dit un de ses collègues. Monsieur Lescure est un homme charmant sur le plan personnel, mais sur le plan politique, c'est une caricature de Macronie. Cet homme était le chef des investissements du deuxième fonds de pension du Canada. Il a gagné en 2017 3,7 millions avec son activité, et il vient nous expliquer, venant d'un fonds de pension, c'est-à-dire ce qui est le vampire de l'activité réelle, c'est toujours les fonds de pension. Et il vient nous défendre quoi? La participation. Monsieur... Vous êtes pour ou contre sur le principe? Mais écoutez, c'est pas pour ou contre le principe, c'est contre ce qu'ils proposent. Alors, ils vont proposer de développer la participation. Les gens n'ont aucune garantie sur le niveau de leurs revenus au moment où ils vendent leurs actions, quand il y a des actions. Et deuxièmement, la part qui était donnée à la sécurité sociale ne sera plus donnée. Ça va coûter 400 millions à la sécurité sociale. Et ce gars vient vous dire tranquillement, nous préférons donner des titres de participation que de la paye. Donnez de la paye. Monsieur, vous n'avez pas besoin de 3,7 millions comme revenu. Il faut partager. Et on ne doit pas accepter des écarts plus grands dans une entreprise que de 1 à 20. Donc voilà la réponse c'est une arnaque. À Roland Lescure. Merci Jean-Luc Mélenchon d'avoir répondu à toutes nos questions. Pas toutes, parce qu'il y en avait plein d'autres qu'on voulait vous poser. Il y en avait encore. Oh là là, du budget, on voulait parler de tout ça, on n'a pas eu le temps. Merci en tout cas d'être venu sur le plateau Dimanche en Petit. Et Catherine Matoche arrive pour la